Une vie, une œuvre, bonjour à tous, avec aujourd'hui l'écrivain Georges Bernanos. 60 ans après sa mort, en 1948, on ne peut pas dire que Georges Bernanos soit particulièrement à la mode, et on ne trouve pas non plus grand monde pour l'appeler le Grand d'Espagne, comme certains écrivains le surnommaient dans les années 50. En cause, sans doute, un catholicisme ombrageux, austère, hanté par le mal et par le péché, et puis des idées politiques à la fois maurassiennes et monarchistes, des sympathies pour Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, des propos antisémites même, qui marquent le personnage au point que c'est souvent à cela que l'on pense d'abord lorsque son nom est prononcé. Nul doute pourtant qu'il s'agit là de l'une des figures les plus importantes du patrimoine littéraire français, et un homme dont la vie mérite qu'on s'y attarde, l'auteur d'œuvres comme Dialogue des Carmélites, Sous le soleil de Satan, Les grands cimetières sous la lune, ou encore Le journal d'un curé de campagne, autant de titres qui sonnent à l'oreille comme d'incontournables classiques. Georges Bernanos, La liberté imprenable, c'est un documentaire de Michel Cole et Laetitia Coya. Vous n'avez pas peur ? Par quel miracle me suis-je senti à ce moment-là si jeune, oui si jeune, auprès de ce compagnon aussi jeune que moi. Les choses m'ont paru simples tout à coup. J'ai compris que la jeunesse est bénie, qu'elle est un risque à courir, mais que ce risque même est béni. Attention ! Et par un pressentiment que je ne m'explique pas, je comprenais aussi, je savais que Dieu ne voulait pas que je meure sans connaître quelque chose de ce risque, juste assez pour que mon sacrifice fût total le moment venu. Alors Claire Dodin, nous sommes ici, avenue Georges Bernanos à Paris, nous sommes près du Crous universitaire, nous sommes tout près du musée de l'Observatoire, et là il y a une statue dédiée à Bernanos. Alors vous avez commis un petit bouquin il y a une dizaine d'années sur Georges Bernanos, votre passion, et vous commencez votre livre en vous insurgeant contre finalement cette statue que vous jugez mal placée, dans un espace très réduit. Enfin, en gros, cette statue ne rend pas hommage comme il se devrait. Certes, c'est très bien qu'on rende hommage à cet immense écrivain. J'ai trouvé un petit peu dommage qu'on le fasse de cette façon, dans un lieu qui n'est pas vraiment une place, qui est entre différentes artères, et avec un monument qui, me semble-t-il, n'est pas à l'image de l'auteur auquel on veut rendre hommage. Je trouve que ce marbre, ces surfaces lisses, pour moi, ce sont des surfaces sur lesquelles on glisse, alors que Bernanos, c'est un auteur, au contraire, auquel on s'accroche, auquel on se prend. C'est quelqu'un qui est plein d'aspérité, qui a eu une vie très mouvementée, avec des engagements qu'on peut contester, mais qui étaient des engagements très entiers, et qui surtout a une écriture qui vraiment soit peut provoquer le rejet, soit peut provoquer la séduction la plus envoûtante, mais ça n'est certainement pas un texte lisse à la surface duquel on pourrait glisser comme à la surface de cette statue. Il dérogeait, il détonnait dans les salons de la petite bourgeoisie où il aurait dû rester confiné. Donc moi j'aime bien ça. C'était un anard de droite, quoi, si vous voulez absolument. Ou un chrétien anarchiste ? Chrétien anard de droite, voilà. Moi, ce qui m'a séduit chez Bernanos, c'est l'homme vivant. Parce qu'on est tellement dans des sociétés coincées, bloquées, que de voir un homme vivant, impétueux, torrentiel, ça fait du bien. Bernanos, c'était quelqu'un de très physique au fond. C'est quelqu'un pour qui le corps avait beaucoup d'importance, pour qui les sensations, c'était quand même la première façon d'être au monde, c'est ce qu'on éprouve. Et il aimait beaucoup faire du cheval, il en a fait quand il était au Brésil, et il aimait beaucoup faire de la moto. La sensation de la vitesse, et d'ailleurs ça lui a quand même coûté cher parce qu'il a eu des accidents et à la fin de sa vie il marchait avec des béquilles à cause de ces accidents de moto, mais ça lui a aussi procuré beaucoup de plaisir. Et dans le journal d'un curé de campagne, qui est son roman peut-être le plus fameux, il y a un épisode où le jeune curé fait un tour à moto avec un légionnaire dont il a fait la connaissance, et il y a une description vertigineuse de ce que c'est que la vitesse. Où allez-vous, monsieur le curé ?
À Mézargues, prendre le train. Vous êtes jamais monté là-dessus? Ça vous tente? Et montez vite. Georges Bernanos demeure un écrivain énigmatique du XXe siècle, un mystère à la ressemblance de celui qui hante ses romans, un sujet d'admiration et de répulsion aussi. Et pourtant, ce monstre sacré de notre littérature était un géant aux pieds d'argile, un imprécateur au grand cœur qui voulut sa vie durant rester fidèle à l'enfant qu'il fut et se dresser parmi les hommes telle une liberté imprenable. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes. Sentiers pourrissant sous la pluie de novembre, grande chevauchée des nuages, rumeur du ciel, eau morte. J'arrivais, je poussais la grille, j'approchais du feu mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l'âme, dans ses profonds repères, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissan, Cénabre, Chantal, et vous seuls de mes créatures dont j'ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n'ai pas osé donner de nom, cher curé d'un Ambricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres? Georges Bernanos est né le 20 février 1888 à Paris. Il était très marqué par la vie parisienne, mais il a été aussi profondément marqué par les séjours qu'il faisait avec ses parents à Fressin, dans une maison de famille. Fressin, c'est un petit village dans le Pas-de-Calais, dans l'Artois, dans la vallée de la Planquette. Et il a été profondément marqué par sa découverte d'un monde rural, d'un monde de paysans, du ciel gris nuageux de l'Artois. Et on retrouve cette ambiance dans quasiment tous ses romans. Comment expliquer qu'il ait été si imprégné par ce paysage d'Artois? Ce sont sans doute les impressions de l'enfance et de l'adolescence, parce que c'est vrai que tous ces romans vont se passer dans cette région, que tout son imaginaire poétique est plein de ces paysages du nord de la France, alors même que finalement, il n'y passera que quelques années. Claire Dodin, universitaire et écrivain. Au cours de ses vacances, puisque ses parents vont vendre cette maison. Mais ce sont ces émotions-là, ces paysages-là, avec ce climat pas facile, pluvieux, mais qui sont sa banque d'images, j'allais dire. C'est là qu'il puise pour situer tous ses romans. Même quand il décrit les paysages supposés de la Palestine du temps de Jésus, ce sont des paysages du nord et de la moitié du XXe siècle qui lui viennent en tête. Quand il parle des routes grises dorées par l'averse pour évoquer le compagnonnage de Jésus et des apôtres, on a plutôt l'impression de voir un village du nord de la France que la Palestine au temps de Jésus. Mais ça n'a pas d'importance. Ces contingences-là, pour Bernanos, n'ont pas beaucoup d'importance. Et l'aspect sympathique est en effet que c'est un enfant de la campagne, à bien des égards. C'est-à-dire avec ce que ça suppose de mentalité rurale. Benoît Lobé, théologien et écrivain belge. Les paysages de l'Artois, comme j'espère pour chacun d'entre nous, les paysages de l'enfance, sont les paysages qui structurent. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef, ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Claire Dodin, revenons à l'enfance, qui est un thème récurrent dans l'œuvre de Bernanos, mais qui est aussi la référence ultime de son œuvre.
comment expliquer qu'il soit comme ça, si pétri, pas la nostalgie, mais le souvenir de l'enfance? C'est même pas un souvenir, c'est un objectif. On a l'impression que être fidèle à l'enfance, à son enfance, c'est l'objectif suprême de Bernanos, et pour lui, c'est l'objectif suprême de tout homme, de toute femme. Oui, pour Bernanos, l'enfance est devant lui et non pas derrière lui. C'est pourquoi aucun de ses livres n'est à proprement parler autobiographique. Ça ne l'intéresse pas de raconter son enfance. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre sous le regard du petit garçon qu'il a été. Alors, de fait, il a été un petit garçon heureux. Je crois qu'on peut le dire. Quand vous dites heureux, vous voulez dire dans une famille bourgeoise, il n'y avait pas de problème pécunier, on vivait dans le confort, c'est ça que vous voulez dire? Sans problème matériel majeur pour cet enfant. Il n'y avait pas de problème matériel majeur, mais je pense que c'est un enfant qui a eu la chance de vivre dans une famille aimante. Et que pour la suite de son destin chaotique, ça a été très important d'avoir cette expérience précoce de l'affection et du soutien de ses parents. Il y a quand même une chose dont il ne s'est jamais libéré, et dont aucun des trois grands, Péguy, Mauriac et Bernanos, ne s'est jamais libéré. Et c'est heureux, c'est de son enfance. Ce sont des gens qui sont, j'allais dire, nés dans leur enfance. Ils ont poussé dans leur enfance, ils ont germé dans leur enfance, ils ont vieilli dans leur enfance et ils sont morts dans leur enfance. Bruno Frappat, journaliste, président du directoire du groupe Bayard. Ils n'ont jamais mûri, ils n'ont jamais pourri. En fait. Alors ça peut parler, quand même. Être fidèle à son enfance. Même si elle a été, l'enfance de Bernanos n'a été ni heureuse ni malheureuse. Ça a été une enfance de petit bourgeois, j'allais dire plan-plan, ça n'a pas été... On ne peut pas nous faire pleurer avec l'enfance de Bernanos, autant que je sache. Bon. Ce qu'on veut dire aussi d'important sur son enfance et sur sa jeunesse, ou sur son milieu familial, c'est que la famille Bernanos, c'est une famille royaliste, catholique assez intransigeante, pas du tout pour le ralliement. Et le ralliement à la République. Voilà, c'est ça. Cette famille était quand même très marquée idéologiquement. Moi, je crois qu'il n'aurait pas été monarchiste comme il l'a été s'il n'avait pas été un enfant de la campagne. Il avait le sentiment d'une proximité presque mystique entre le prince et le peuple, qui est quelque chose qu'on ne trouve pas en ville. Or, c'est ce sentiment qui a guidé son monarchisme, disons, qui est un monarchisme un peu étrange. Enfin, pour un Belge, c'est un peu moins étrange que pour un Français. Les Belges sont assez spontanément monarchistes, mais le contexte est tellement différent. Mais dans la France républicaine, même entre les deux guerres, le monarchisme de Bernanos peut s'expliquer en partie par la ruralité du personnage. Bernanos a grandi en entendant déclamer la prose de Drummond par son père qui lisait très régulièrement la Libre Parole, le journal de Drummond. Donc Drummond, qui est un apologiste antisémite de confession catholique, il était à la fois écrivain, journaliste, c'était quelqu'un qui était quand même très très marqué, qui vociférait, c'est vrai, un certain nombre de propos qui aujourd'hui le traîneraient devant les tribunaux. Ah oui, ça c'est sûr que Drummond est une figure complètement sulfureuse. À l'époque de Bernanos, c'est un journaliste engagé, intransigeant, et ce qui fascinait chez lui, le père comme le fils Bernanos, c'était cette dénonciation sans concession de la société moderne, de l'emprise de l'argent, le côté frondeur, le côté excessif. C'est quand même un petit peu embarrassant, cette espèce d'antisémitisme foncier, fondateur presque chez lui. Je crois que là, c'est une faille assez lourde à considérer aujourd'hui, même sans en faire du rétropédalage, un petit peu exagéré. Alors, sans vouloir. Je trouve que ça, quand même, c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Bernanos. Mais d'aucuns disent c'était. Il n'a pas assez rompu avec ça. Voilà. Mais c'était l'antisémitisme chrétien de l'époque, c'est-à-dire un antisémitisme d'ailleurs plus théologique que racial. Oui, théologique. C'était théologique. Oui. C'était sur la notion de peuple ou même de race élue, comme il l'écrit lui-même, race élue. Bon, je ne pense pas que les Juifs eux-mêmes se présentent comme une race élue, peut-être comme un peuple élu, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Quand on connaît un peu l'œuvre de Bernanos, on n'est pas tellement étonné qu'il ait été nourri à cette source-là, parce que lui aussi va reprendre non pas les idées de Drummond, mais j'allais dire la posture de l'homme seul, qui n'hésite pas à vociférer, qui désigne ses cibles et qui s'engage à fond dans son combat. Mais il y a plusieurs sortes d'antisémitisme. Il y a un antisémitisme de Français moyens, d'avant la guerre de 39-40, qui était que les Juifs étaient considérés en France comme des profiteurs. Cet antisémitisme-là, Bernanos l'a certainement partagé, avant la guerre. Mais c'était le fait de beaucoup de personnes qui voyaient des Juifs un peu comme des profiteurs. Bon, il n'y avait pas d'antisémitisme religieux chez lui. Pas du tout. Quand on lit La Grande Peur des Bien-Pensants, on voit bien que l'antisémitisme est vraiment l'équivalent de la dénonciation du capitalisme et du règne de l'argent. Il y a une assimilation entre cette dénonciation et les Juifs. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à l'attaque ad hominem contre telle personnalité de banquier juif, etc. C'est indéniable. Hein. Et après la guerre, quand tout le monde sait la réalité de la Shoah, sont sans aucune ambiguïté. Ils trouvent que la façon dont les nazis ont agi est un des pires crimes que l'humanité ait pu connaître. Par la suite, il continuera à écrire qu'il y a une question juive, qu'il y a un problème juif, qu'il y a des juifs, que les juifs ça existe, mais que la solution, si l'on peut dire nazie, est vraiment exécrable. Et... Dans quelles circonstances, dans quel lieu, C'est très précis, c'est... En 1963, j'ai dû faire un séjour dans un village de la Drôme provençale, qui est Dieulfi, qui est un village qui est assez connu, qui a eu son heure de gloire pendant l'occupation, parce que ça a été un village qui a beaucoup résisté, beaucoup accueilli les Juifs, etc. Et donc en 1963, on m'a envoyé là-bas pour respirer le bon air de cette région, parce que j'avais des problèmes pulmonaires. C'était l'année de mon bac. Et j'ai passé 1 mois et demi dans un établissement là-bas pour me refaire des poumons. Et en vérité, je ne suis absolument pas occupé de mes poumons. Je me suis occupé de lire le volume des écrits romanesques de Bernanos dans la Pléiade, qui avait été publié, je crois, 2-3 ans auparavant. Et je ne connaissais absolument pas. J'avais 18 ans. Ça m'avait été conseillé par mon prof de philo, qui était marxiste et même communiste à une certaine époque. J'ai lu tous les romans de Bernanos pendant ce séjour. Mais c'est un des plus beaux souvenirs de mon existence. Moi, ce qui m'a séduit chez Bernanos, c'est le polémiste, les essais écrits de combat. Hervé Guémard, ancien ministre, président du Conseil général de la Savoie. Donc, à l'adolescence, le premier livre de cette veine que j'ai lu, c'est Les Grands Cimetières sous la Lune. Je devais être en seconde ou en première, et sa dénonciation de l'Église catholique pendant la guerre d'Espagne, cette immense liberté, cette liberté grande, pour reprendre une phrase, un titre de Julien Gracq, cela m'a tout de suite conquis. Et après, j'ai lu tout le reste, et notamment ses écrits de guerre. Quand il part en Amérique du Sud, c'est avant Munich, c'est en 1938, il part avant Munich. Et avec toute sa famille, un peu à la cloche de bois, et il dit « Je quitte mon pays parce que la défaite des esprits il fait prévoir celle des armées. » Bon, et quand vous lisez ça à 15 ou 16 ans, ça vous marque. Claire Dodin, si vous voulez bien, on va évoquer le Bernanos adolescent, le Bernanos militant même, parce que c'est un homme qui va très jeune, très précocement, s'impliquer dans les débats de son temps. Et c'est vrai que nous sommes à une période où la République est encore jeune, nouvelle. La Troisième République est encore contestée par notamment des monarchistes. Et Bernanos est un vigoureux monarchiste, un militant à fond la caisse, comme on dirait aujourd'hui. Il y croit fortement, il croit que c'est tout à fait possible de restaurer la monarchie en France. Il participe à
à des manifs qui se terminent parfois par des coups de poing. Il est même blessé un jour comme ça. Il donne le coup de poing contre des militants anarchistes ou républicains, gauchistes on dirait aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Bernanos en est arrivé à devenir comme ça un monarchiste pur et dur ? C'était les opinions de ses parents, hein. Mais cette famille Bernanos n'était pas du tout originale dans ces opinions qui étaient les siennes, puisque à l'époque la société française est très clivée, hein. Vous disiez que la Troisième République était encore fragile et contestée, c'est tout à fait ça, et notamment dans la frange catholique pratiquant, il y avait encore un attachement très fort à la monarchie, à l'ancien régime. C'était un projet politique, hein, c'était pas seulement de la nostalgie. Et ce projet politique, il va notamment être repris dans ces années-là par une personnalité qui joue un rôle très important dans la formation du jeune Bernanos, c'est Charles Maurras. Hein, qui lance un journal, l'Action française, et puis un mouvement politique qui soutient les idées émises par ce journal. Donc l'Action française, c'est cette frange du monarchisme français qui veut à tout prix abattre la République, la gueuse, comme on l'écrit dans les pages incendiaires du journal de Maurras, et qui, pour ce faire, se forge une idéologie, une sorte de monarchisme rationaliste, hein, parce que c'était un rationaliste que Charles Maurras, et c'est important parce que ça n'est qu'une étape, et c'est une étape destinée à être dépassée, puisque Bernanos va progressivement se rendre compte que ce monarchisme rationaliste qu'incarne Charles Maurras, ça n'est pas le sien, parce que lui, il est beaucoup plus à la fois dans l'affectif et dans une sorte de mystique monarchiste, alors que finalement les gens de l'Action française, eux, sont des politiciens. Et Bernanos comprendra que finalement Charles Maurras n'est pas son homme. Ce sont des gens qui se foutent des lois, vive les camelots du roi, et l'on s'en fout, à bas la République, et l'on s'en fout, la gueuse et de ses voyous. Vive la royauté, ma mère, vive la royauté, il nous la faut pour cet été, vive la royauté, et vive le roi, à bas la République, et vive le roi. La France y va tout droit. Vive Charles Maurras, ma mère, vive Charles Maurras, c'est notre maître et c'est un os. Donc en 1913, Bernanos a 25 ans et il devient rédacteur en chef d'un journal monarchiste et maurassien à Rouen, l'Avant-Garde de Normandie. Et alors là, évidemment, son talent fait rage, si je puis dire, et il rompt des lances avec tous les notables républicains de la région, et notamment un certain Alain, qui est le fameux philosophe humaniste qui en prend plein son grade, si je peux me permettre l'expression, sous la plume de Bernanos. Ce qu'on voit, et c'est quand même très intéressant, c'est que là, il est vraiment tributaire d'une rhétorique qui est celle de l'Action française, avec beaucoup de facilité dans l'insulte, dans la caricature xénophobe. Bon, c'est pas très ragoûtant, hein. C'est intéressant d'un point de vue historique, mais c'est pas encore le grand Bernanos. Moi, ce que j'aime bien, c'est chez le Bernanos journaliste, c'est, comment dire, hein, cette capacité d'écrire de manière injuste, justement. C'est-à-dire de ne pas s'embarrasser de procédés rhétoriques pour plaire à un public ou pour éviter de déplaire à un autre. Il écrivait ce qu'il pensait, au moment où il le pensait, dans les termes où il le pensait. Alors évidemment, ça a des inconvénients nombreux, en termes de justice par rapport à son sujet ou par rapport aux gens dont il parlait. Mais il y a une liberté d'écrire qui me paraît une leçon pour son temps, bien sûr, mais aussi pour le nôtre. Matelot, remplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un crois-tu qu'on les a eus? Matelot, envers sa boire. 1914, Georges Bernanos a 26 ans, c'est la Grande Guerre. Alors, il est réformé
à cause de sa santé très fragile. Et ben voilà, il refuse d'être réformé, et il est engagé volontaire. Et donc il est envoyé au front, alors qu'il a rencontré la femme de sa vie, Jeanne Pelbert d'Arc, et il part quand même au front. Et ça va être un grand moment. C'est peut-être la première grande césure de sa vie, le premier grand bouleversement de la vie de Georges Bernanos. C'est certainement une épreuve fondamentale et fondatrice, même par rapport à sa vocation d'écrivain. Effectivement, il s'engage, je pense, par un patriotisme qui était très largement partagé dans sa génération. Et il part à la guerre avec des sentiments chevaleresques, avec sa représentation assez mythique de ce que doit être une guerre héroïque. Et puis évidemment, au fur et à mesure, la guerre révèle son visage de guerre de masse, de guerre de durée et de guerre qui ne laisse absolument aucune place à l'héroïsme individuel. Et Bernanos vit tout cela avec ses compagnons d'armes. Et ça, c'est une expérience très forte pour lui que celle de cette fraternité, on peut dire, avec des hommes qui ne sont pas du même milieu que lui, mais qui vont l'initier en quelque sorte au rudiment de la survie dans les tranchées, et il leur vouera une reconnaissance éternelle. Mais surtout, ce qu'elle suscite en lui, donc, c'est cette dimension de scandale. Comment la vie peut-elle reprendre? Comment les politiciens peuvent-ils reprendre le cours de leurs élections alors qu'il s'est passé un phénomène d'une telle ampleur? Et c'est contre cela qu'il décide, lui, d'entrer en littérature et de crier sa révolte, son scandale. Bernanos restera un écrivain. Non, je ne suis pas écrivain. Si je l'étais, je n'eusse pas attendu la quarantaine pour publier mon premier livre. Je ne repousse d'ailleurs pas ce nom d'écrivain par une sorte de snobisme à rebours. J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessant outrage est le sel de ma vie. Claire Dodin, nous avons choisi de nous attabler dans un café dans le quartier de l'Odéon à Paris, carrefour de l'Odéon. Justement, c'est parce que Georges Bernanos aimait se réfugier dans les cafés, les brasseries, les buvettes de gare pour écrire ses livres. Il écrivait sur des cahiers, et il pouvait passer des heures, des journées entières comme ça à écrire. C'est étonnant quand même, un écrivain comme ça qui a besoin de se plonger dans la réalité, dans le mouvement de l'humanité pour écrire. Oui, tout à fait. La principale raison qu'il donne, c'est qu'il avait besoin de se mesurer au réel pour ne pas être dupe de ces créatures imaginaires. Et il dit bien que ce qui l'intéresse, ça n'est pas d'observer les gens, mais c'est de garder la mesure du réel et de ne pas s'évader dans son... Renée Bédarida, historienne de la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, elle diffusa dans la clandestinité les cahiers du témoignage chrétien, fondés en 1941 par un jésuite, Pierre Chaillet. Bernanos a compris qu'il fallait réagir contre ces forces de l'ordre, en somme, de même que Mussolini en Italie. Et donc, il était préparé, si je puis dire, à une résistance spirituelle au moment de la guerre. Et une résistance écrite en plus. Et donc, personnellement, moi, ma famille était plutôt de gauche. Je connaissais ce que Bernanos avait fait pendant la guerre d'Espagne, etc. Mais là, c'était un engagement de l'écrivain, du chrétien. Et on se sentait, si vous voulez, je n'oserais pas dire en communion, mais on sentait quand même qu'un grand écrivain chrétien, finalement, vous encourageait. Philippe Verdun, prêtre dominicain et écrivain.
Vous savez, on peut dire bien sûr, bon, chez Bernanos, une véhémence, surtout au moment de la guerre d'Espagne, vis-à-vis de l'Église. Alors Bernanos, qui s'est à ce moment-là rapproché de Jacques Maritain, aurait pu faire la même distinction que Maritain entre l'Église, corps mystique du Christ, et le personnel de l'Église, les curés compromis, voilà, qui tremblent qui ont les mains sales parce que c'est le quotidien, on met ses mains dans la bouillasse parce qu'on n'est pas des anges, quoi, voilà. Il n'a pas été tendre pour les évêques de son époque. Et quand même, quand il dit aux évêques, c'est dans les grands cimetières sous la lune, vous nous dites que vous disposez des sacrements qui sont les moyens de salut et que si nous les recevons en étant dans les dispositions requises pour les recevoir avec fruit, alors nous sommes sauvés, etc., etc. Et que voulez-vous de plus que ces moyens de salut que nous vous offrons, nous, l'Église catholique? Et Bernanos dit, ce que nous voulons de plus, messieurs les évêques, hélas, nous voudrions aimer. Et Bernanos, qui n'est pas du tout républicain, qui n'a aucune sympathie ni pour la République espagnole ni pour la République française, est scandalisé de ce qu'il voit, à savoir cette trahison du message évangélique par une hiérarchie catholique et une société catholique bien pensante qui, pour des raisons de conservation d'elle-même, cautionne ce qui est une aventure de violence. Il le dit, la guerre civile, c'est une opération policière. Et c'est donc sa conscience de chrétien qui se révolte. Et il me semble que c'est à partir de cet essai qu'il trouve sa posture d'homme seul, mais qui parle sans concession et qui ne se réfère plus à aucun parti, à aucune famille idéologique. Et au cours de cette période de très grande fécondité littéraire, il va écrire non seulement Les grands cimetières sous la lune, mais Journal d'un curé de campagne, qui paraît en 1936, et dans la foulée, Nouvelle histoire de Mouchette, qui est également un très beau roman. Et il commence également Monsieur Wynne. Si Bernanos était encore ici, jeune et vaillant et toujours en colère, Bruno Frappa. Il y a un certain nombre d'impostures contemporaines qui susciteraient sa gourmandise d'écriture quand même. Je n'ose pas les dérouler, mais j'en vois, moi, pas trop loin de la France, d'une certaine manière de gouverner. Je les vois pas trop loin de l'Église, d'ailleurs, d'une certaine manière aussi d'être dans l'Église, dans la presse, dans l'édition, etc. Peut-être qu'ils détesteraient la Croix, peut-être qu'ils détesteraient France Culture, peut-être qu'ils détesteraient Nicolas Sarkozy, etc. Bon. J'aurais bien aimé lire des articles de Bernanos sur Poutine, sur Berlusconi, sur George Bush. Oui, ça nous manque. 1938, donc c'est le grand départ pour le grand voyage rêvé au temps de son enfance, voyage au Brésil. Et voilà Bernanos qui s'embarque avec toute sa petite famille, d'abord au Paraguay et puis ensuite au Brésil. Et là, il va y rester pendant 7 ans. Et il va y vivre, je crois, des relations très fortes avec la population brésilienne. Et il va vivre d'ailleurs en paysan lui-même. Ils vont vivre chichement aussi, pas forcément faire fortune. Et c'est du Brésil qu'il va assister à ce qu'il appellera l'humiliation de sa patrie, la France, qui est donc défaite par l'armée allemande, occupée par les nazis. Et alors là, si je peux dire, Bernanos entre en résistance. Le Bernanos du Brésil, c'est un Bernanos qui a renoncé au roman. Ses grands romans sont derrière lui. Et qui se sent investi de la mission de témoigner pour son pays à travers une œuvre qui soit plus directement engagée. Donc ça va être des essais, toujours écrits à la première personne. Bernanos s'expose toujours, il a une écriture très subjective, et il le revendique, et également des articles de journaux, puisque la presse brésilienne lui fera bon accueil, notamment un grand journal de Rio qui s'appelait Au Journal, je m'excuse pour la prononciation, et qui publiera tous les articles qu'on a par la suite rassemblés dans Le chemin de la croix des âmes, qui est le titre du recueil, les articles de cette période brésilienne. Moi, je m'appelais à ce moment-là René Mélie, et j'étais responsable gessiste. Gessiste, jeunesse étudiante chrétienne, donc. C'est ça. Mais, pour dire la vérité, j'ai très vite abandonné la GEC, parce que la GEC de Lyon était plutôt vichysoise.
Et à la fac de lettres, c'est là que j'ai eu des camarades et nous avons commencé modestement à faire des petits tracts, des petites choses comme ça. Puis après, quand les tracts se sont imprimés, on a diffusé les tracts dans les amphis, etc. On va arriver à ce fameux numéro où les lecteurs des cahiers vont découvrir un texte de Georges Bernanos en octobre 1900. En France, on ne savait rien. Or, des numéros, ou peut-être un seul numéro, je ne sais pas, est arrivé en Suisse. Et le père Chaillet a su qu'il y avait un texte de Bernanos, paraît-il remarquable, et qu'il était en Suisse. Alors Germaine Ribière, qui était une assistante incroyable du père Chaillet, est allée en Suisse, en passant naturellement la frontière clandestinement, aller et retour, chercher un exemplaire de la lettre aux Anglais qu'elle a rapportée au père Chaillet. Chaillet a été enthousiasmé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce texte de Georges Bernanos ? Parce qu'il y avait ce sentiment extraordinaire d'un chrétien qui s'opposait à tout ce qui était d'abord le nazisme, ensuite ce qui se passait en France à l'heure actuelle, à ce moment-là. La collaboration, le régime de Vichy, etc. Et ceci avec toujours chez Bernanos la défense de l'honneur chrétien. C'est exactement ce que Chaillet cherchait à faire. Ils donnent à notre peuple le scandale de prétendre restaurer le travail, la famille, la religion, avant d'avoir restauré l'honneur. Ils se disent docteurs en morale chrétienne et ils prêchent la contrition sans le ferme propos, l'absolution sans restitution ni réparation. Ils vénèrent la lettre et ils trahissent l'esprit. Je sais que le salut ne viendra pas d'eux. Donc 1945, Georges Bernanos rentre en France. D'ailleurs, il rentre aussi appelé par un certain nombre de gens, au premier rang duquel le général de Gaulle, qui souhaite sincèrement qu'il non seulement rentre dans son pays, mais qu'il vienne travailler avec lui au redressement de la France. Déjà, de Gaulle a à sa gauche, si je puis dire, Malraux, peut-être qu'il rêve d'avoir à sa droite, enfin de façon arbitraire là, que je présente les choses, mais il a envie d'avoir aussi à côté de lui Bernanos. Il se voit, je pense que de Gaulle en tout cas est très fasciné par Bernanos, mais il dira quand même « Je n'ai pas réussi à l'accrocher à mon char ». Bernanos gardera sa liberté, cette invincible liberté. De Gaulle voulait en faire son ministre de l'Éducation nationale, en 1944. Quand même extraordinaire. Je veux dire, De Gaulle arrive à Paris en août 1944, il s'installe rue Saint-Dominique, et selon les témoignages concordants de ses proches à l'époque, une des premières choses auxquelles il pense, c'est de faire câbler au Brésil à Bernanos de revenir le plus rapidement possible, parce qu'il veut en faire un ministre. Bernanos, votre présence est parmi nous. Voilà, votre présence est parmi nous, et Bernanos met quand même pas mal de mois pour revenir, puisqu'il doit liquider ses affaires, vendre son hacienda, et il refusera bien évidemment de rentrer au gouvernement. Bon, mais Bernanos, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'embrigader, il a payé assez cher sa liberté, donc même pour un homme dont il admirait le combat, il n'a pas dérogé à cette règle qui s'était donnée, il a refusé la Légion d'honneur qu'on lui a proposée à de nombreuses reprises, et il n'a pas souhaité devenir ministre de quoi que ce soit. Mais ce qui est assez tragique dans ce retour, c'est qu'il aurait dû être heureux de rentrer en France, et finalement il est désenchanté, il y a une déception profonde quand il retrouve sa patrie. En fait, il ne voulait pas rentrer, comme s'il pressentait en quelque sorte que la France mythique qu'il n'avait cessé d'exalter, il risquait de ne pas la retrouver dans le pays réel. Et le retour en France s'est mal passé, effectivement, parce que la France de la libération, c'est une France qui aspire à se reconstruire, c'est une France qui veut de la joie, qui veut oublier toutes les horreurs de la guerre. Et cette frénésie, elle est bien loin de ce que Bernanos éprouve. Le monde ne sera sauvé que par des hommes libres. En parlant ainsi, je reste fidèle à la tradition de l'Europe. Je rends témoignage à la tradition de mon pays. Il ne fut pas seulement, au cours des siècles, la raison lucide, mais le cœur enflammé de l'Europe. Je suis d'accord avec les hommes du XIIIe siècle, comme avec ceux du XVIIIe, avec Saint Bonaventure, comme avec Pascal,
avec Pascal comme avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres. Et bon, il va avoir connaissance, il savait déjà ce qui s'était passé dans les camps de concentration, mais il va faire un voyage, il va traverser l'Allemagne pour des conférences, et donc il a une vision complètement apocalyptique de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et les articles qu'il va écrire en cette période, où tous les grands journaux lui sont ouverts parce qu'il jouit d'un grand prestige à ce moment-là, sont des articles féroces et désenchantés qui ne se satisfont pas de cette espèce de joie qui lui paraît disproportionnée avec l'ampleur des désastres. Et Bernanos repart assez vite. Et c'est étonnant de constater que les conférences qu'il a données à cette époque, il ne les donne pas sur le sol français, comme si il jugeait qu'on ne pouvait plus entendre sa parole dans son pays. Il va les donner en Suisse et en Belgique, et c'est très frappant de voir comment l'image du camp de concentration envahit le texte dans ses conférences. Et on a le sentiment que plus rien ne peut sauver cette Europe, et surtout que plus rien ne peut sauver Bernanos de son désespoir. Mais dans les thèmes qu'il développe, juste avant de mourir d'ailleurs, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Hervé Guémard. C'est absolument étonnant. Et quand on réfléchit à la mondialisation actuelle, il y a des pages de Bernanos écrites en 47-48, juste avant sa mort, absolument étonnantes. Vous permettez que je lise un extrait de La France contre les robots. Imbécile, comprenez donc que la civilisation des machines est elle-même une machine, dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés. Une récolte exceptionnelle de café au Brésil influe aussitôt sur le cours d'une autre marchandise en Chine ou en Australie. Le temps n'est certainement pas loin où la plus légère augmentation de salaire au Japon déchaînera des grèves à Détroit ou à Chicago, et finalement mettra encore une fois le feu au monde. L'organisation économique du monde est admirablement logique et cohérente dès qu'on raisonne en économiste, c'est-à-dire sans tenir compte des valeurs morales impossibles à chiffrer. Pour venir à bout du système, il faudrait une révolution spirituelle analogue à celle d'il y a 2000 ans. Je veux dire une nouvelle explosion des forces spirituelles dans le monde. Il faudrait d'abord et avant tout respiritualiser l'homme. Pour une telle tâche, il est grandement temps de mobiliser en hâte, coûte que coûte, toutes les forces de l'esprit. Dieu veuille que ce mot d'ordre parte de mon pays, aujourd'hui humilié. Dieu veuille que la France donne au monde ce message qu'il attend, et qui sonnera partout, le signal de l'insurrection de l'esprit. C'est extraordinaire. C'est des débats très, très, très actuels, et ça, c'est écrit en 46-47. Et ce qui est très frappant, c'est que pour un Français de France, du Pas-de-Calais, d'un milieu rural, il est complètement mondialisé. Les pays dont il parle, c'est ce qu'on appelle les pays émergents aujourd'hui. Brésil, l'Australie, la Chine. Il ne parle pas de l'Inde, mais bon, il pourrait. C'est quand même très étonnant. Il a une vision panoramique de géopoliticien, alors qu'il n'a aucune formation en la matière. La mécanisation du monde, on pourrait dire sa totalitarisation, fait la même chose, répond à un vœu de l'homme moderne. Un vœu secret et inavouable, un vœu de démission, de renoncement. Les machines se sont multipliées dans le monde à proportion que l'homme surnoncé lui-même. Il sait comme renoncer en elles. L'histoire dira tôt ou tard, s'il reste encore un être pensant à ce moment-là pour écrire l'histoire, que la machinerie a moins transformé la planète que le maître de la planète. L'homme a fait la machine, et la machine s'est fait homme par une espèce d'inversion démoniaque du mystère de l'incarnation. Finalement, il y aura quand même 2 grands textes de la toute fin de sa vie, alors qu'il s'installe en Tunisie avec sa famille, qui vont quand même opérer ce sursaut d'espérance, qui est quand même le propre de la foi. Ce sera une conférence qui s'appelle « Nos amis les saints », qui tranche complètement avec les autres, qui est un texte magnifique, plein d'humour et même plein de joie, pourrait-on dire, où Bernanos livre sa définition de la sainteté, qui n'est pas du tout un héroïsme,
qui n'est pas du tout une auréole mise sur des statues de plâtre, parce qu'il n'évoque aucun saint particulier dans ce texte, mais il parle de la sainteté comme justement du plus beau visage de l'humanité. Et lui qui semblait ne plus croire en l'homme, eh bien il dit que les saints sont les plus humains des humains, et je trouve que c'est son testament spirituel. J'ai découvert Saint Dominique, le fondateur des Dominicains, grâce à Bernanos qui a publié un petit Saint Dominique. Philippe Verza. Et moi j'ai lu ce livre quand j'avais, 15-16 ans. Et le premier visage que j'ai eu de Saint Dominique, mon père, c'est Bernanos qui me l'a donné. Et c'est le visage qui m'est resté. C'est le petit livre que j'offre. Ah, t'es dominicain, ça veut dire quoi dominicain? Lisez le Saint Dominique de Bernanos. Voilà. Et puis il y aura bien sûr Dialogue des Carmélites. C'est une œuvre qui a beaucoup compté dans la postérité de Bernanos et qui a été appelée à toucher beaucoup de gens. Elle est assez différente des autres, hein. C'est une pièce de théâtre. Mais voilà, c'est la reconquête ultime d'une espérance à la fin d'une vie bien remplie, avec quand même beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Cette vie s'achève assez précocement, puisque en 1948, Bernanos n'a que 60 ans, mais c'est un homme usé physiquement et qui va mourir d'une maladie de foie. Bon, il sera rapatrié à Paris, il meurt entouré des siens. Il aura une agonie difficile, mais c'est son ultime combat et qui met un terme à une belle vie. C'est à lui que vous en devez répondre, et non pas à vos compagnes. S'il plaît à Dieu de vous en relever, il ne reprend que ce qui lui appartient. Il y a une souffrance d'écrire chez Bernanos qui est liée à une souffrance de vivre, il me semble. Et c'est là que je ne partage pas le point de vue bernanosien sur l'existence. Il est trop dans le tragique, trop dans la nuit, trop dans la dureté, trop dans le péché, avec son pendant la grâce, qui permet seul d'en réchapper. Et je trouve qu'il manque une légèreté de l'âme à Bernanos, une légèreté de l'espérance aussi. Une espèce d'incapacité à être heureux, qui est quand même troublante pour un chrétien. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée qui serait pessimiste. Il prend en compte ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, elle est nécessairement confrontée un jour à l'énigme du mal, qui chez Bernanos, mais comme je crois chez beaucoup de penseurs, prend tout d'un coup une espèce de consistance en effet très grande, une quasi-réalité métaphysique. Le mal, bien sûr, il nous accable, bien sûr, nous le voyons, mais il est déjà vaincu dans la perspective de Bernanos. Moi, j'aime les livres qui me renvoient une manière de décoder l'énigme que je suis à mes propres yeux et que tout être humain, normalement, est à ses propres yeux. Il y a deux choses dans la vie que nous ne savons pas. Qui nous sommes et qui est Dieu. Toute la grandeur de la condition humaine est de mettre en perspective ces deux abîmes d'inconnaissance. Alors Bernanos le fait admirablement. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi bien en face. Tu vas te reconnaître. Vois comme tu es transparent. Retire-toi, Satan. Se reconnaître. Se voir. Jamais ta propre conscience que tu as pourtant si bien dressée à t'examiner toi-même ne parviendra à ce dédoublement prodigieux. Il y a une secte.
La secte des amis de Bernanos. Alors moi je suis dans la tribus, secte, on pourrait dire. voilà c'est ça, une grande tribu des amis de Bernanos. Alors dans la secte, moi je suis de ceux qui résistent à cette lecture noire, à cette lecture, voilà. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Bernanos, il y a la présence du mal, mais au fur et à mesure que son œuvre se développe, c'est plutôt sous le soleil de Satan, ou même on voit le diable qui apparaît, pas sous la forme bien sûr d'un petit diabletin fourchu avec une pique, mais au contraire d'un type épais, une sorte de maquignon qui apparaît au coin d'un chemin au moment où le héros, qui est le curé, est un peu perdu dans les champs. Et puis aussi, bien sûr, dans Monsieur Wynne, hein, on voit cet homme dont certains ont pu dire que c'était André Gide, qui est habité par le diable, mais pas habité par le diable en poussant des hurlements, etc. Mais c'est plutôt une vie qui devient grise, une vie qui passe tout au crible de l'analyse, etc. Et non plus une vie qui accueille l'amour, la joie, l'espérance, etc. Et donc, il y a un pan de l'œuvre de Bernanos très important, qui est le pan, au contraire, de la joie, de l'exultation, de l'abondance des dons de Dieu qui se déversent, etc., qu'on trouve aussi dans son œuvre. Qu'il appelle l'abondance de la grâce. Voilà, tout est grâce. Finalement, c'est ça le dernier mot qui est un mot de Thérèse de Lisieux. Voilà, du journal d'un curé de campagne, c'est que bien sûr, le diable intervient, bien sûr, il y a des ratés, mais le dernier mot, c'est quand même la grâce qui l'a. Mais quelques instants plus tard, sa main s'est posée sur la mienne, tandis que son regard me faisait nettement signe d'approcher mon oreille de sa bouche. Il a prononcé alors distinctement, bien qu'avec une extrême lenteur, ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement. Qu'est-ce que cela fait? Tout est grâce. Je crois qu'il est mort presque aussitôt. Claire Dodin, vous parlez de Georges Bernanos un peu comme d'un maître de vie, j'ai l'impression. Vous en parlez pas seulement comme d'un écrivain, d'un penseur, d'un témoin de notre temps, de notre histoire. Vous en parlez aussi comme d'un maître spirituel, j'allais dire. Bernanos, c'est pas un philosophe. C'est pas non plus quand même tout à fait un maître à penser, même si on peut le lire comme ça. C'est un écrivain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit, et qui sait mettre en relation à travers sa pratique du langage, son goût pour les images. Il crée du sens, où il fait jaillir du sens là où pour nous les choses restent un peu brouillées. Et donc le monde moderne tel qu'il nous le dépeint dans ses essais et aussi dans ses romans, c'est un véritable kaléidoscope de motifs. Et plutôt que de mettre à penser, j'irais jusqu'à parler de prophète pour ma part, parce que non seulement il y a toute la dimension religieuse, de foi, disons, la dimension de foi, mais il y a aussi le don de vue à long terme, hein, et il y a vraiment une parole sur notre civilisation qui nous aide à lire le présent. Pour le journaliste que vous êtes, Bernanos est une source d'inspiration, je dirais, littéraire, spirituelle, ou même journalistique? Colérique. Une source de colère, oui. Je pense qu'il faut de temps en temps faut le plus souvent possible se mettre en colère tout en restant charitable. C'est pas toujours commode. Moi, je me sens de plus en plus libre dans ce que j'écris. C'est peut-être dû à l'ancienneté dans la fonction et puis au fait que je vois le terme. Et plus on est libre par rapport à soi-même, plus on rend service. On rend service aux autres. Et on s'aperçoit qu'en se libérant soi-même, on libère aussi le lecteur. Donc la leçon de Bernanos, c'est la liberté par rapport aux institutions, par rapport au politiquement correct, par rapport au religieusement correct, par rapport à soi-même. Et à ce moment-là, on aide des gens à se libérer. Claire Dodin, Bernanos est un écrivain pour notre temps, écrivez-vous, qui ne croit plus au progrès inéluctable et cherche cependant des raisons de vivre. Quelles sont les raisons de vivre qu'il vous a transmises, à vous, personnellement? Bon, l'anticonformisme, mais le mot est un peu petit pour ce que je veux dire, mais voilà, mener son destin, mener sa vie, et ne pas se laisser mener, ni par les modes, ni par les opinions. Savoir que on a sa partition à jouer, qu'on n'est pas un rouage, hein, que la liberté c'est possible, qu'il suffit de le faire.
Une vie, une œuvre, Georges Bernanos. Merci à Michel Cole et à Laetitia Coya. La semaine prochaine, un autre écrivain français dans une thématique toute différente, Hervé Guibert, mort du sida en 1991 et connu surtout pour son best-seller « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », un livre qui en cache bien d'autres et dont nous parlerons donc la semaine prochaine en racontant à la fois comment Guibert est devenu un écrivain mythique, tout en déconstruisant aussi un peu les ressorts de ce mythe. Rendez-vous donc dans une semaine et bonne matinée à tous à l'écoute de France Culture.